Monsieur le Président, cher Jean-Pierre Véran, Monsieur le ministre et sénateur maire de Toulon, cher Hubert, Mesdames et Messieurs les députés, je retrouve tant d'amis, Geneviève Lévy, Josette Pons, Philippe Vittel, Jean-Pierre Girand, Jean-Michel Gouve, Georges Inestin. Madame la sénatrice, Christiane Humel, Monsieur le maire de Bormes-les-Mimosas, qui est une ville que je fréquente dans une autre tenue, que je connais bien. Messieurs les ministres, cher Claude, cher Philippe Richert, lorsque nous avons fait voter la loi sur la réforme territoriale, on me dit tant de choses, Monsieur le Président. Et si je devais écouter tout ce qu'on me dit? Je comprends. On m'a dit, il ne faut pas aller au congrès des maires de France. Ça va être très difficile. J'ai dit, au contraire, c'est parce que c'est difficile qu'il faut y aller. Si on veut un métier facile, on ne fait pas président de la République. Si on ne veut pas d'ennui, on ne devient pas maire. J'ai été à l'association et à l'Assemblée générale des maires de France. Peut-être certains d'entre vous étaient dans la salle. Il y avait 6 ou 7 000 maires. Et j'étais très heureux de leur parler. Et ça s'est bien passé. Et je me suis dit, dans le fond, je vais aller sur le terrain, présider, animer, répondre aux assemblées générales des maires. C'est ma 4e. Je crois que ça ne s'est jamais fait. On a tort. Les maires ne sont pas des citoyens comme les autres. Ils sont des citoyens comme les autres en tant que Français, mais ils sont à l'écoute, proches de la population. Il est normal que je vienne discuter avec vous et vous parler très franchement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais dire au maire de Draguignan, pour qui j'ai de l'amitié, comme vous le savez, que ma pensée va aux 25 victimes des terribles inondations qui ont frappé la Dracénie il y a presque un an. Je n'ai pas oublié ces images invraisemblables qui ont ravagé un coin de votre département, cher Hubert, car c'est la difficulté maintenant des catastrophes. C'est que ce sont des catastrophes qui peuvent se concentrer avec une violence inouïe sur 1 ou 2 cantons et laisser parfaitement protégées toutes les autres parties du département. C'est d'ailleurs bien la difficulté des prévisions météo, c'est que la prévision météo départementale ne suffit plus. Je pense à ce qui s'est passé dans la Dracénie. Je vais donc vous parler très franchement avant de répondre à vos questions. Votre président me dit « La réforme a suscité des inquiétudes ». Mais qu'est-ce qui ne suscite pas d'inquiétude, Monsieur le Président? C'est logique. Vous, les maires, les adjoints, les élus, quand vous changez un parc-mètre, un sens unique, est-ce que ça ne suscite pas de l'inquiétude? Et même quand vous ne le changez pas. Surtout quand vous ne le changez pas. Et Monsieur le Président, ça m'a fait un plaisir de vous entendre. Je me suis retrouvé maire, comme vous, avec mes administrés disant surtout pas d'augmentation d'impôts, mais plus de crèches, plus d'écoles, la cantine moins chère, les rues refaites, la sécurité améliorée, la salle de spectacle, la salle de sport, mais on n'augmente pas. Hein? Surtout pas. D'accord. Donc je me trouve très à l'aise avec vous. Et vous-même, les maires, quand vos adjoints viennent tous avec des dossiers intéressants, utiles, vous dites 9 fois non pour 1 fois oui. Parce que le maire, il dit plus souvent non que oui. Imaginez le président de la République. Si je devais dire oui à toutes les demandes. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. En 2009, la France a connu
la crise économique mondiale que vous savez, mais qui s'est traduit, tenez-vous bien, je parle aux gestionnaires, par une chute instantanée de 22% de nos recettes fiscales, tout d'un coup. Le budget de la France a été, avec une brutalité inouïe, amputé de 22% de ses recettes. 22%. 2009. Dans le même temps, notre pays présente un budget en déficit depuis 35 ans. Depuis 35 ans, chaque année, le budget est en déficit. Depuis 1990, la France a créé 1 million de postes de fonctionnaires en plus. J'entends, Monsieur le Président, vos arguments. J'y répondrai. Mais avez-vous le souvenir, en 1990, d'une France sous-administrée? Depuis 1990, nous avons créé 1 million de postes de fonctionnaires en plus. Je n'ai pas été élu pour que la France soit dans la situation de la Grèce, de l'Irlande et du Portugal. Je ne le ferai pas. Je ne l'accepterai pas. Je ne veux pas vous accabler de chiffres, et je n'ai pas besoin de dire un discours. Chaque année, la France paye 45 milliards d'euros d'intérêt de la dette. D'intérêt de la dette. Grâce à la bonne gestion que nous avons faite, à la réforme des retraites qui a suscité de la mauvaise humeur, mais qui était incontournable, à la politique du 1 sur 2, qui fait que depuis que je suis élu, je l'assume, nous avons supprimé un peu plus de 150 000 postes de fonctionnaires. La France peut emprunter à 3,64%. Dans le même temps, la Grèce, à 2 ans, emprunte à 16%. Écoutez, mesdames et messieurs, à la minute où nous donnerons l'impression de laisser repartir les dépenses à volo, de réembaucher des fonctionnaires, de revenir sur la réforme de la retraite, les taux d'intérêt exploseront, la France ne pourra plus faire face à ses engagements et elle se trouvera dans la situation de la Grèce, de l'Irlande et du Portugal. Il m'étonnerait que vos administrés apprécient cette situation. Alors, voilà les enjeux, parce que pour moi, les maires sont des gens, bien sûr, au contact, je l'ai été, de la population, mais préoccupés de l'avenir de la France. Les 36 500 communes, ensemble, elles font la France. On ne peut pas dire il y a Bormes-les-Mimosas, puis il y a la France. Non, Bormes-les-Mimosas, c'est la France. Et je vous demande d'y réfléchir. C'est vrai, j'ai demandé à Philippe et à Claude de stabiliser les dotations aux collectivités territoriales pour 3 ans. Je ne dis pas que votre situation est facile, naturellement. Mais là encore, je vais vous donner un chiffre. Chaque année, l'État prélève 99 milliards d'euros sur son budget pour les collectivités territoriales. Vous êtes assurés pour les 3 ans qui viennent d'avoir ces 99 milliards d'euros. Mais qui est assuré d'avoir ces recettes pour 3 ans? Et comment réduire le déficit de la nation si en même temps, où nous perdions 22% de recettes, certains m'ont dit il faut diminuer les dotations aux collectivités territoriales de 22%. Vous avez eu, au centime d'euro près, ce qui était prévu. Nulle idée chez moi de dire que votre situation est facile. Je vous demande de penser à la situation du pays et aux contraintes extraordinaires qui sont les nôtres. Bien sûr que la réforme des retraites a mis de la mauvaise humeur.
Mais enfin, on est un pays où, sur 15 millions de retraités, il y en a 1,5 million dont on payait les retraites en allant à la banque chercher l'argent qu'on n'a pas dans les caisses de la sécurité sociale. C'est ça la situation. Eh bien, je préfère la mauvaise humeur, parce qu'on fait une réforme juste et nécessaire, plutôt que la colère, les gens partant à la retraite et la retraite pas payée. C'est ça la situation. Et grâce à nos efforts, aux efforts des Français, la croissance revient. Quand même, 1% de croissance sur le seul premier trimestre 2011. 58 000 créations d'emplois sur le seul premier trimestre 2011. L'investissement qui repart, la consommation qui se développe, le chômage qui a reculé 3 mois consécutifs, et même l'industrie qui, pour la première fois depuis 10 ans, recommence à créer des emplois. Ce n'est pas le moment de relâcher l'effort. J'entends, et je répondrai dans le cadre de l'échange, Monsieur le Président et cher Hubert, au problème des services publics, des crèches. Je l'entends parfaitement, mais comprenez que moi, mon rôle n'est pas, sur ma table, de faire le tri entre les dépenses utiles et les dépenses inutiles. Ce serait tellement facile. Je dois faire le tri entre des dépenses utiles et des dépenses très utiles, comme vous, les maires. Les dépenses inutiles, elles ne viennent pas sur votre bureau, elles sont inutiles. Vous devez choisir entre des investissements eux-mêmes indispensables. Et c'est ça qui fait la grandeur de notre travail, pas autre chose. Mais c'est ça la situation du pays. Elle n'est pas autre. Et ceux qui disent qu'ils reviendront sur la réforme des retraites mentent. Ils ne reviendront jamais sur la réforme des retraites. De la même façon que lorsqu'on a expliqué aux Français qu'on pouvait travailler moins et que ça irait mieux, vous avez vu le résultat? Alors, un dernier mot pour ne pas être trop long, Monsieur le Président, cher Hubert, mais sur la réforme territoriale. Depuis que je me suis engagé dans la vie politique, il y a bien longtemps, j'entends parler de l'enchevêtrement des compétences territoriales. Je mets au défi quelqu'un de me dire qu'il comprenait comment ça se passe. Qui est responsable de quoi? 7 niveaux de compétences. 7 niveaux de compétences. 20 milliards de dépenses communes sur les mêmes secteurs, départements et régions. 350 000 emplois publics créés par les collectivités territoriales sur les 10 dernières années. Tout le monde avec compétence générale. Commune compétence générale, département compétence générale, région compétence générale, État compétence générale, Europe a vocation à devenir compétence générale. Plus personne n'y comprenait rien. Et d'ailleurs, pour les élus, c'était très difficile, parce que comme vous êtes à compétence générale, vous ne pouvez pas refuser une demande de subvention. Vous n'êtes pas protégé. Sans compter les conflits politiques. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? D'abord, nous avons voulu protéger les communes. 2 niveaux garderont compétence générale, commune et État. Deuxième plan. Certains me disaient qu'il faut supprimer les départements. D'autres me disaient qu'il faut supprimer les régions. Mais non. Les départements ont une compétence, une légitimité historique. Les régions ont une légitimité économique. Nous avons choisi, plutôt que de les supprimer, de les rapprocher pour que ce soit les mêmes personnes, par l'intermédiaire du conseiller territorial, qui soient à la fois compétents pour les affaires départementales et pour les affaires régionales. En vérité, c'est les élus départementaux qui vont monter à la région, et pas les élus régionaux qui vont descendre au département. J'ai voulu protéger le canton. Parce que si on abandonnait le canton, on abandonnait la ruralité. Parce que le canton, Hubert à Toulon, j'admets bien volontiers que ça n'a pas une signification importante. Mais le canton dans l'arrière-pays, c'est fondamental. Donc si on avait tué le canton, on tuait les petites communes de la ruralité. Cette réforme du conseiller territorial élu cantonal, un canton plus grand, mais élu cantonal, élu de proximité,
à la fois en fait conseiller général et conseiller régional, qui sera l'interlocuteur des maires, protège la ruralité. Et nous répartirons les compétences entre le département et la région, mais ce sont les mêmes qui y siégeront. Et la loi sur le cumul ne s'appliquera pas. On sera conseiller territorial, on aura... Enfin, ne s'appliquera pas. C'est un mandat, ce n'est pas deux, même si ça représente les deux mandats. Alors, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur les communautés de communes. J'en dirai un mot dans quelques instants. La parité, je répondrai à vos questions. Mais c'est une simplification majeure qui va conduire à diminuer, je le sais, le nombre d'élus de 40%. Mais vous croyez vraiment que nos concitoyens attendaient qu'on augmente le nombre d'élus de 40%? Honnêtement? Vous croyez que c'est l'humeur du pays? Franchement, voilà pourquoi on a fait ça. Alors, et je termine par là. On me dit, mais pourquoi tu vas chercher les ennuis? Mais non, j'ai été élu pour résoudre les problèmes, pas pour les mettre sous la table, pas pour mettre la poussière sur le tapis. Je disais tout à l'heure, regarde, c'est fantastique en France. On ne fait jamais rien avant les élections. Parce qu'il y a les élections. Puis après les élections, ben on ne fait rien puisqu'on a promis de rien faire. Et ainsi, on laisse, et les problèmes croissent, embellissent, et on les laisse au suivant. Je n'ai pas été élu pour ça. Je prendrai des décisions bientôt sur la réforme de la dépendance. Tout le monde sait qu'on va vivre plus longtemps et que le problème du financement pour les départements seuls, c'est impossible, des personnes très âgées, surtout dans un département comme le Var, parce que dans le Var, vous prenez 1000 habitants de plus, je crois, par mois. Ou pas. Bon, mais les gens qui viennent, pour beaucoup, c'est des gens qui viennent profiter de la qualité de la vie, leur retraite aussi, tant mieux. Mais pour vous, le département, pour vous, les communes, ça crée une pression sur une demande d'établissement considérable. Donc je prendrai des décisions là aussi. De même que nous avons pris des décisions sur la réforme de l'ISF, sur la réforme des retraites, sur l'autonomie des universités, sur la réforme territoriale, sur les ports, les ports français qui s'enfonçaient, pris en otage qu'ils l'étaient, dans les conditions que vous connaissez parfaitement bien. Il faut... Comprenez-moi, je ne suis pas là pour commenter les problèmes, mais pour les résoudre. Et j'ai 5 ans pour cela. Et mon devoir, c'est, de la première seconde jusqu'à la dernière minute, de faire ainsi. Comme votre devoir d'élu, c'est de résoudre les problèmes de votre commune. Voilà. J'ai voulu vous parler très librement, très franchement, et si vous le voulez bien, passons aux questions, j'essaierai d'y répondre avec la même liberté. Merci, Monsieur le Président de la République, pour votre détermination et pour ce que vous nous dites. Nous avons prévu 3 sujets, la réforme des collectivités territoriales, et je souhaiterais que, sur le thème de l'intercommunalité, que vous avez déjà abordé, mais que nous souhaiterions davantage encore connaître au niveau de votre position, poser une question qui va être posée par M. Jean-François Massuet, qui est le maire de Méhoun-les-Montreux, et à qui je demande de poser la question à M. le Président de la République. Monsieur le Président, bonjour. Je m'appelle Jean-François Massuet et je suis le maire de Méhoun-les-Montreux, le plus merveilleux village du Var, même si le ministre Falco a dû vous dire que c'était Pignan, c'est pas vrai, c'est Méhoun. Méhoun, c'est 2000 habitants, centre du Var, un village rural, 2000 habitants pour la DGF et à peu près le double pour les enquiquinements. Mais bon, pour son maire, c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de passion, mais c'est aussi beaucoup d'inquiétude et d'incertitude, et particulièrement née de la réforme territoriale. Parce que cette réforme qui est née en 2010
laisse planer quand même un doute sur la représentation de nos communes dans des intercommunalités de plus en plus vastes. Alors, si vous le permettez, Monsieur le Président, je voudrais vous poser quelques questions. J'ai fait ma liste. D'abord, quelle sera la place de nos communes rurales après la rationalisation de la carte intercommunale? Et là, quelle sera la place des maires et des communes dans cette organisation? Deviendront-ils de simples exécutants de politiques décidées au niveau intercommunal? Qu'adviendra-t-il de l'autonomie des communes dans les choix de proximité et le financement des projets locaux? Qu'en sera-t-il, et cette question fait partie de nos inquiétudes majeures, de la représentation des maires dans les conseils communautaires? Et enfin, à partir de quel seuil de population croyez-vous pertinent d'élire les conseillers communautaires au scrutin proportionnel? Merci de m'avoir écouté, Monsieur le Président, et merci de nous éclairer. Écoutez, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Hein. C'est maintenant que le travail commence. Hein, c'est la réponse. Bon. Moi, je crois dans l'intercommunalité. Mais là aussi, l'intercommunalité en France, il existe, tenez-vous bien, 15 500 syndicats. 15 500. 2600 EPCI à fiscalité propre. 371 pays. Pour votre département, dans le Var, 153 communes, 110 syndicats intercommunaux. Alors, 15 établissements publics de coopération intercommunale. Qu'est-ce qu'on va faire? Notre méthode, Monsieur le maire, repose sur un principe, le dialogue. D'ici à la fin juin 2013, il faut qu'on ait réorganisé la carte intercommunale. Le préfet présentera un projet, la commission départementale de coopération intercommunale représentant les élus donnera son avis. Mais je veux être clair, le préfet n'imposera pas ses choix aux élus qui disposeront d'une capacité de blocage et d'initiative à la majorité des 2/3. J'en discutais dans l'avion avec Philippe et Claude. On est même prêt à donner un peu plus de temps, n'est-ce pas Philippe, pour le débat. C'est le préfet, monsieur le préfet, qui propose, c'est tout à fait normal. À la majorité des 2/3, vous prenez l'initiative ou vous bloquez. Je dis d'ailleurs au préfet, qui j'ai grande confiance, ce que nous voulons, c'est que ça s'améliore. Et la perfection n'est pas de ce monde. Donc prenons garde de ne pas aller d'un système, Hubert, monsieur le président, de complexité maximum à quelque chose qui tiendrait au cordeau absolu. On est en France quand même. Un peu de souplesse, un peu de pragmatisme. Non, mais je ne simplifie pas la tâche du préfet, même si je le soutiens. Non, vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire que les plus grandes incohérences, il faut, et Philippe Richert en est parfaitement d'accord, il faut y mettre un terme, mais bon, il faut tenir compte aussi de l'histoire et d'un certain nombre d'éléments. Sur l'autonomie des communes, monsieur le maire, j'ai écarté les propositions de prétendus experts qui me proposaient de fusionner d'office des communes de manière autoritaire. Je l'ai absolument refusé. D'ailleurs, moi, je pense que 36 500 communes, ce n'est pas forcément trop, ça fait partie aussi de la qualité de la vie française. Voilà, c'est la France, on n'est pas exactement comme les autres. Bon, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire 1,5 million de braves gens qui, en plus de leur travail et de leur famille, consacrent du temps à la commune. Je ne vois pas pourquoi on devrait absolument détruire ce qui est ce tissu de proximité qui ne gêne personne et qui est d'ailleurs et qui repose sur le bénévolat. J'ajoute que la réforme que nous avons mise en œuvre, mesdames et messieurs les maires, elle favorise les communes, ce qui est le seul échelon avec l'État à garder la clause de compétence générale, ce qui n'est pas rien. Alors, je dois dire aussi que je me suis opposé à l'élection des élus intercommunaux au suffrage universel direct, monsieur le maire, parce qu'on tuait la commune comme ça. Eh oui. Ah ben, il n'y a plus de commune avec ça. Ça veut dire, il y a deux façons de tuer la commune.
la fusion obligatoire et l'élection au suffrage universel direct des intercommunalités, parce que qu'est-ce que vous faites quand il y a opposition des deux? Vous me comprenez, hein? Le maire, il est élu, mais de son petit coin, et l'intercommunalité élue également, deux compétitions ont tué la commune. Bon. Donc, comment ça va se passer, la représentation des maires au sein des conseils communautaires? D'abord, mais il faut que vraiment Claude et Philippe, on explique les choses, parce que nous avons prévu chaque commune membre d'une intercommunalité doit au moins avoir un siège au conseil communautaire. Chaque commune aura au moins un siège. Mais mieux, aucune commune, la plus grande soit-elle, ne pourra disposer de plus de la moitié des sièges. Chaque commune aura un siège, au minimum, et aucune commune ne pourra à elle seule faire plus de la moitié des sièges. Voilà. La question du seuil, à partir de quel nombre d'habitants est-il souhaitable d'instituer un scrutin de liste dans une commune? Actuellement, ce seuil est 3500 habitants. La loi, le projet de loi déposé au Sénat fixe le seuil à 500 habitants. Mais alors là, c'est extraordinaire. Quand le seuil est 3500, on me dit, j'oublie la parité. Parce qu'évidemment, la parité ne peut s'appliquer qu'avec un scrutin de liste. Quand on le met à 500, on me dit, ah, tu politises les petites communes. Donc à 3500, ça n'allait pas. À 500, ça ne va pas davantage. Alors comment on va faire? Eh bien, très bien, on va laisser les parlementaires trancher cet intéressant débat. Et j'ai dit au ministre de répondre sagesse aux propositions que vous ferez. Voilà. Après tout, Hubert, moi je te le dis, je crois que le gouvernement doit assumer ses responsabilités, défendre ses convictions, mais que le seuil, monsieur le maire, pour le scrutin de liste soit à 500 ou à 3500, franchement, c'est un problème d'élus. Vous devez le débattre entre vous. Moi, les deux systèmes, je vois bien les avantages et les inconvénients des deux systèmes. Est-ce que j'ai répondu précisément à vos questions? Voilà. Hein? Donc, voilà comment on va le faire, un peu de souplesse. Et puis, je pense que ces dames préféreront 500 pour la parité, puisque ça fait passer 13 600 communes de plus, et que certains autres, sous l'angle de la politisation, seront réservés. Et moi, je regarderai en essayant de ne pas m'en mêler. Voilà. Parce que, et là aussi, je vous le dis, là aussi, vous me dites, monsieur le maire, c'est l'autonomie, etc. Puis on me demande mon avis à chaque fois, et qu'est-ce que vous en pensez, et qu'est-ce qu'il faut... Non, voilà, ça, c'est un beau sujet, mais c'est un sujet que je n'ai pas de conviction absolue. Il y a des avantages et des inconvénients. C'est vraiment aux parlementaires, avec vous les maires, de débattre pour savoir. Je suis sûr qu'au sein de l'association des maires, ici, il doit y avoir un débat et que tout le monde n'est pas d'accord. Bon. Monsieur le Président, je vous remercie. Vous nous avez apporté une réponse à nos préoccupations. Je crois qu'elle était grande. Un siège pour chaque commune, commune qui ne représente pas plus de la moitié des sièges. Je pense que ça peut satisfaire nos collègues. Et je le dis au maire de Toulon, quelle que soit l'importance, je connais l'importance de Toulon dans le Var, comme l'importance de Nice dans les Alpes-Maritimes, comme l'importance de Marseille dans les Bouches-du-Rhône, comme l'importance de Paris en Île-de-France. Mais nous avons prévu, je crois que tu es parfaitement d'accord, que même la plus grande des communes sera plafonnée dans son influence à 50%. Je crois qu'ainsi, vous n'avez aucune raison de penser que vous allez disparaître. Je crois que c'est sage. Nous faisons parfaite confiance et puis on fait confiance à notre ami Hubert Falco parce qu'il défend aussi bien sa ville que les communes rurales, on peut le dire. C'est vrai. Alors je voudrais, Monsieur le Président de la République, que nous abordions maintenant un thème qui me paraît aussi essentiel, ce sont les finances locales. Vous l'avez dit tout à l'heure qu'effectivement 99 milliards votés pour les élus, c'est bien, c'est vrai que vous avez raison de le dire, parce que moi je tiens ce langage auprès de mes collègues en disant il faut qu'on se débrouille de nous-mêmes, et vous l'avez dit aussi très justement, quand on veut beaucoup de choses, il faut beaucoup d'efforts, il faut beaucoup d'argent, il ne faut pas tirer toujours sur l'État, sur les uns, sur le Conseil général, la région, etc. Il faut voir un peu avec soi-même.
Alors c'est Madame Nicole Fanelli, qui est maire de Salerne, à qui je souhaiterais donner la parole, Monsieur le Président de la République, pour qu'elle vous pose la question. Bonjour, Monsieur le Président de la République. Tout à l'heure, le maire disait moi, je suis le maire de la plus belle commune. Moi, je vous dirais que je n'ai pas la prétention de dire que ma commune, c'est la plus belle, mais c'est une commune qui a 3700 habitants, qui est une commune ouvrière dans un milieu rural et qui connaît des difficultés, bien entendu. La réforme nous inquiète beaucoup, notamment sur la taxe professionnelle. Donc j'aurais Alors, je voudrais quand même rajouter un mot. C'est vrai que moi, en tant que maire, puisque je suis élu que depuis le 8, je souhaiterais que la parité soit effectivement à partir de 500 habitants. C'est bien, Nicole. Bravo, Nicole. Pour ce qui concerne donc la question, je vais plutôt la lire parce que c'est comme c'est technique, je préfère vous la lire. Donc les finances locales, effectivement, ont été considérablement réformées avec la suppression de la taxe professionnelle. La rationalisation du schéma intercommunal va également fortement impacter la manière dont les collectivités vont financer leurs projets. Pouvez-vous nous assurer que chacune de ces collectivités, de la commune à la métropole, conservera son autonomie financière et une réelle marge de manœuvre budgétaire? Comment sera assurée la péréquation au sein des départements et au niveau national entre les collectivités dites les plus pauvres et celles dites les plus riches, et entre les différents types de collectivités? Enfin, pouvez-vous nous indiquer quelles seront les incitations financières à la constitution d'intercommunalités plus vastes, voire plus cohérentes? Merci. Merci, madame. D'abord, sur cette affaire d'autonomie financière, je voudrais préciser une chose parce qu'il me semble que c'est une incompréhension française. Tout le monde connaît l'Allemagne et chacun sait qu'en Allemagne, les Länder, ont une autonomie considérable puisque l'Allemagne est un pays fédéral, à la différence de la France. Savez-vous, madame Fanelli, qu'en Allemagne, les Länder, totalement autonomes par rapport à l'État central, totalement, n'ont pas de fiscalité propre. Non, je vous assure, ils vivent sur les dotations de l'État. Et personne n'irait dire en Allemagne que les Länder ne sont pas autonomes. Allez leur dire ça, vous verrez. Donc l'autonomie, quand on dit en France qu'elle repose sur les ressources fiscales et sur la possibilité de prélever l'impôt, quand on est maire d'une commune où les gens sont pauvres, l'autonomie, si elle repose que sur la fiscalité, elle repose sur rien. Ce que je pense profondément. Deuxième élément, vous me parlez de la taxe professionnelle, mais là aussi, je comprends votre inquiétude, Madame le maire, et je suis sensible à votre présence et à votre question. Mais enfin, on pourrait quand même me dire que le gouvernement a tenu scrupuleusement les promesses qu'il avait faites. En 2009, quand nous nous battons pour faire passer la réforme de la taxe professionnelle, je vous promets, au centime près, que vous aurez en 2010, au centime près, les recettes de 2009. Non seulement la promesse a été tenue, mais c'est 3,7% de plus qu'ont eu les communes, c'est 1,1 milliard de plus. Il n'y a pas un maire qui a eu une recette de taxe professionnelle 2010 par rapport à 2009 qui a diminué, et en 2011, si un manque à gagner apparaît pour une collectivité, une dotation du fonds de compensation viendra combler l'écart. Je dis pas, Monsieur le Président, qu'on fait les fiers de tout cela. Je dis simplement, bon, vous savez, je suis quelqu'un d'assez franc, enfin, j'ai une conviction, on peut être en désaccord, mais je ne suis pas quelqu'un qui va biaiser. Je vous assure, parce que ça fait trop de mal à la politique, tout ça. Moi, quand on rentre dans une salle, si vous bien m'écouter, on sait ce que je pense. Et je vais vous dire, c'est très grave, j'y crois. Et je le ferai. Voilà. Pourquoi j'ai voulu la suppression de la taxe professionnelle? Je crois que Hubert était au gouvernement, il le sait bien. Parce que nous étions le dernier pays d'Europe à avoir la taxe professionnelle. C'est-à-dire, mesdames et messieurs, en récompense du maintien
d'une usine ou de bureau en France, on vous collait la taxe professionnelle. Pour l'automobile, madame, rendez-vous compte que chaque voiture fabriquée en France payait 250 € de plus par voiture au seul titre de la taxe professionnelle. Mais ça ne pouvait pas durer. Nous voulons garder nos emplois, nous voulons développer nos emplois. Quand j'ai fait campagne pour le présidentiel, tout le monde m'a dit « le cancer, c'est les délocalisations ». Ben alors, ça c'est un discours. La suppression de la taxe professionnelle permet aux entreprises de rester en France et permet à la France de rester une terre de production. D'ailleurs, vous les maires, si les délocalisations avaient continué, vous auriez pu garder la taxe professionnelle, mais s'il n'y avait plus d'assiette, ça servait à quoi? C'est un impôt virtuel. Donc, nous l'avons compensé, au centime près. Enfin, je ne reviendrai pas sur les 99 milliards d'euros et les 22% de recettes fiscales en moins. Alors, ce qui est vrai, et ça je sais que c'est un point difficile pour le département du Var, et je vais m'en expliquer. Il y a la question de la péréquation. Sur le principe, tout le monde est d'accord. Songez que le potentiel fiscal d'une commune, tenez-vous bien, varie de 1 à 1000. De 1 à 1000. Je ne peux pas, je dois être juste, Monsieur le Président. C'est facile de dire qu'on veut être juste. C'est plus difficile de définir ce qu'est la justice. La justice, ce n'est pas de donner à chacun la même chose. C'est de donner à chacun selon ses handicaps. Ce serait trop facile de dire c'est juste de donner la même chose qu'aux autres. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des communes plus riches, il y a des départements plus riches. C'est vrai aussi, il y a des gens plus dynamiques, c'est exact, je le reconnais bien volontiers. Mais la seule façon de rendre acceptable le blocage des dotations, c'est de faire de la péréquation. Alors, cette péréquation ne doit pas conduire à ce que les plus dynamiques soient pénalisés. Parce qu'il y a certains, surtout pas vous, madame, ne croyez pas ça, mais qui ont voulu paupériser leur commune pour des raisons politiques, et tout le monde le sait. Ce n'est pas la peine qu'on se raconte des histoires. Mais il y en a d'autres qui ont des avantages. Moi, j'étais président du département des Hauts-de-Seine, à côté de Paris, avec la Défense. On a beau dire qu'on était super dynamique, c'est vrai. Mais enfin, être à côté de Paris, ça facilite les choses. Bon, quand vous êtes dans le Var et qu'il y a la Méditerranée comme cela, c'est vrai que vous êtes dynamique, intelligent, sympathique, puis que vous avez tous le plus beau village et la plus belle commune, mais enfin, bon, écoutez, entre le soleil et la Méditerranée, ça donne un bon coup de booster quand même. Hein. Puis je pourrais parler du reste, de cet arrière-pays que j'adore, et que, comme vous le savez, que je sillonne à vélo le massif des Morts, la route des Crêtes, Bormes-les-Mimosas par tous les sens. Bon, c'est une richesse fantastique. Et vous n'allez pas être pénalisé pour ça, mais c'est un plus exceptionnel. Exceptionnel. Bon. Donc on a prévu une péréquation verticale avec les dotations de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation qui vont progresser de 6,2%. Et par ailleurs, une dotation de péréquation sur les droits de mutation. Pourquoi? Parce que le marché immobilier a fortement repris et que je dois penser aux départements les moins favorisés. Voilà. Alors, je ne dis pas Hubert, je connais vraiment le débat parce que je l'ai vécu moi-même, étant à la tête de collectivités, que ce soit Neuilly ou le département des Hauts-de-Seine, riches. Je sais ce que ça peut représenter quand on vient vous prendre. Bon, je suis prêt à ce qu'on en parle. Mais voilà comment on va résoudre les problèmes. Donc, moi, je pense qu'avec cette réforme, vous serez plus autonome et plus garanti dans vos ressources. Et que, par ailleurs, vous, les maires, vous aurez un interlocuteur qui est le conseiller territorial, qui pourra agir soit au département, soit à la région, puisqu'il sera le même. Ce sera une simplification colossale. Et que, naturellement, à ce moment-là, on évitera les doublons, les doubles administrations. Et un peu, il faut le dire, le gâchis, pour ne pas dire la gabegie, qui a existé, avec chacun dans son coin qui ne discute jamais avec l'autre. Alors on peut me dire, oui, ça c'est la politique. C'est pas vrai, parce que de même formation politique, parfois ils ne discutent pas davantage. Oui, ça vous rappelle des souvenirs? Oui. Bon.
C'est très bien. Moi, j'étais président du Conseil général en région Île-de-France. Je crois que je devais voir une fois par an le président du Conseil régional, pas parce qu'il était socialiste, parce que ça se trouvait comme ça. Voilà. Et que chacun essaie de se débrouiller. Voilà pourquoi cette réforme est extrêmement importante et pourquoi j'y crois. Merci, Monsieur le Président. Je crois que vous avez donné des informations. Bon, je crois que sur la fiscalité, on a des assurances, et puis il y a une logique que vous voulez développer aussi, c'est cette péréquation. Sur Draguignan, Hubert, je suis prêt à ce qu'on fasse plus, je l'ai dit, parce que ça a été tellement bouleversant pour la Dracénie, mais je proposerai, Hubert, plutôt que ça soit dans le cadre d'un fonds national ou de moyens nationaux, merci Philippe, le 122, plutôt que dans une remise en cause de principes de péréquation qui vous mettraient en accusation avec les autres et que j'essaierai. Voilà. Très bien. Donc on va essayer comme ça Monsieur le Président. De régler les choses. Alors, vous savez qu'on est attaché aux services publics et on souhaite que les services publics soient maintenus dans nos communes. Et c'est une question qui paraît assez fondamentale. Et M. Nello Broglio, qui est le maire des Adrets de l'Estérel et au surplus président de l'Association des communes forestières, je souhaiterais qu'il intervienne. M. Broglio, il est là. Merci. Merci de me passer la parole. Alors, mon village, les Adrets d'Estérel, c'est peut-être pas le premier village du département le plus beau, mais c'est le premier par ordre alphabétique. C'est bien. Je voudrais vous poser la question sur les services publics. Alors, la présence des services publics sur le territoire varois est l'une des principales préoccupations de nos concitoyens. Qu'ils habitent sur le littoral ou dans le Haut-Var, ils souhaitent avoir un accès égalitaire aux services de santé, à l'école et au numérique. Nous avons conscience que notre département est relativement privilégié en raison de sa forte progression démographique. Pour autant, des menaces importantes pèsent sur ces services. Le maintien des hôpitaux de proximité, en particulier, on parle de l'hôpital de Brignoles, dont certaines unités pourraient être fermées. La permanence des soins médicaux, non seulement les gardes, mais aussi le remplacement des médecins qui partent à la retraite. Je suis moi-même médecin, j'habite dans un village qui se trouve à un quart d'heure de Fréjus, un quart d'heure de Cannes, donc pas très loin de grandes agglomérations. Je veux prendre ma retraite depuis 1 an et je n'arrive pas à trouver de remplaçant. Donc dans un cadre, un village relativement bien placé. Alors j'imagine un petit peu, pour certains villages qui sont dans l'arrière-pays, les problèmes que cela va poser. Enfin, l'accès aux services publics de l'éducation. Nous avons aussi des inquiétudes quant au développement des technologies de l'information et de la communication, et particulièrement nous pointons le problème de l'accès à la TNT et au haut débit numérique. Je souhaiterais donc, Monsieur le Président, que vous nous expliquiez quels sont les moyens que vous envisagez pour protéger et développer ces services sur la totalité du territoire varois, mais aussi comment en assurer l'accès à tous. Merci. Merci, Monsieur le maire. Bon, la situation de l'hôpital de Brignoles, je la connais. Il faut quand même rappeler les choses, même si elles sont désagréables. 10 millions d'euros de déficit annuel sur un budget de 40. Alors, je sais que c'est la seule offre de santé hospitalière dans un bassin de vie de 100 à 120 000 habitants. Je le sais, mais mesdames et messieurs, nous devons réfléchir tous ensemble aux choses. 40 millions de budget, 10 millions de déficit annuel. On continue comme ça. On réfléchit. Il n'y a pas de problème. C'est vous qui le payez, le déficit. Enfin, c'est vos habitants. Il n'y a pas de problème. On continue. Monsieur le maire, quand je suis devenu président, 69% des budgets, des hôpitaux avaient un budget en déficit. Vous tous, vous me dites dans le même temps que les charges sociales sur l'emploi, c'est trop lourd. On est bien d'accord. Il y a trop de charges. Le budget de la sécurité sociale
a augmenté l'année de la crise de 3,1%. On était en récession de 2,9%. L'année suivante, le budget a augmenté de 3%. Cette année, enfin l'année dernière, nous avons mis 2 milliards d'euros de plus pour les hôpitaux, sans compter le plan Hôpital 2012, 7 milliards d'euros pour le financement. Mais il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. Je ne dis pas qu'il faut fermer, hein, monsieur le maire, pas du tout. Je pense qu'il faut réfléchir. On est à l'époque de la télémédecine, du travail en réseau, que tout le monde ne peut pas avoir un hôpital avec scanner IRM à la porte de chez lui, qu'on doit réfléchir sur l'ensemble du département. Et on réfléchira pour Brignoles, mais dire aux habitants de Brignoles qu'on peut continuer à perdre 10 millions d'euros, c'est-à-dire c'est un déficit de 25% du budget chaque année, c'est pas raisonnable. Personne ne peut faire face à cela. Hein. Nous investissons énormément. Je vais annoncer, monsieur le maire, un plan hôpital après 2012 parce que mon idée, c'est on donnera de l'argent pour l'investissement partout où il y aura restructuration, complémentarité. Et pas simplement complémentarité entre public et privé. Hein, on va repenser tout cela et j'ai demandé au préfet de me reparler de l'hôpital de Brignoles parce qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état. Pareil, monsieur le maire, vous êtes médecin. Savez-vous qu'il n'y a jamais eu autant de médecins dans l'histoire de France que cette année? 210 000. Jamais. C'est mon problème. Inégalité régionale. Par exemple, le département du Var, vous avez plus de médecins que la moyenne. Mais, entre le littoral et l'intérieur, grandes inégalités. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? Vous savez, ce n'est pas une affaire de gauche ou de droite, tout ça. C'est une affaire de bon sens. Alors, on a décidé qu'on allait payer les études d'un certain nombre de jeunes étudiants en médecine, 700 cette année, mais qu'en échange, ils s'engageaient à aller exercer dans des départements où il n'y a pas de médecins. Moi, je ne crois pas à la coercition. Je n'y crois pas. Comprenez-moi, on ne va pas faire venir un jeune médecin contre son gré chez vous. Mais je crois à l'incitation. Deuxièmement, un médecin, Xavier Bertrand est en train de s'en occuper, très bien d'ailleurs, nous négocions avec les médecins une nouvelle convention. J'en ai assez de cette discussion. On est humilié si on est à 22 € et on serait heureux si on est à 23 €. Ça n'a aucun sens. Bon. Un médecin qui accepterait d'aller exercer, monsieur le maire, dans un territoire en sous-densité médicale, il ne serait pas simplement payé à l'acte, il serait également payé pour l'exercice d'un service public. Je m'explique. S'il exerce sur le littoral du Var, il est payé pour l'acte. S'il exerce dans l'arrière-pays du Var, où il manque de médecins, il est payé pour l'acte, plus pour la mission de service public. Vous voyez comment on va essayer de faire? Et je pense que c'est comme ça qu'on va arriver. Bon. Sur les services publics, l'école et les autres. Là encore, j'inaugurais tout à l'heure une brigade de gendarmerie. Avec Claude Guéant, à l'époque mon directeur de cabinet, nous avons fait la restructuration de la carte territoriale de gendarmerie. Vous vous souvenez, hein, entre police et gendarmerie. Ça a bardé, cher Jean-Michel, hein, cher Jean-Pierre, tu te souviens? Bon, et pas simplement pour la brigade de Saint-Tropez. Hein, ça a bardé tout court. Bon. Mais écoutez, je voyais des gendarmeries, monsieur le maire, où on recevait une personne tous les 2 jours. Une personne tous les 2 jours. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, nos concitoyens? Qu'il y ait des patrouilles. Pas qu'il y ait une personne, pas qu'il y ait un gendarme qui attende derrière le guichet. Le bureau de poste, qui recevait une personne par jour, est-ce que c'est pas mieux de faire vivre le dernier commerce du village en lui permettant d'être bureau de poste avec un peu de chiffre d'affaires en plus, plutôt que d'avoir... c'est comme cela. Alors, je sais bien le problème des classes de l'éducation nationale, mais je voulais que vous compreniez. Le 1 sur 2, c'est 36 000 postes supprimés.
Et la moitié des effectifs, c'est l'éducation nationale. Si je lève le principe du 1 sur 2 sur l'éducation nationale, mais il n'y a plus de principe. Merci. Ça rappelle de très bons souvenirs. Hein. Je vous remercie. C'est sympathique. Hein. Je suis à Abidjan samedi. Si vous voulez bien venir avec moi, ça... Vous comprenez? On me dira après, comme l'a dit le président, il n'y a pas assez de monde dans les hôpitaux. Les hôpitaux, les crèches. Mais enfin, les hôpitaux, 1 100 000 fonctionnaires, 1,5 million d'infirmiers et d'infirmières, dont nous avons considérablement amélioré la situation. Mais nous sommes en déficit. Il y a eu une crise. Les charges sont trop lourdes sur les emplois de nos concitoyens. Quelle est votre première demande? Qu'il y ait moins de chômeurs. Si j'accrois les impôts et les charges, comment on créera des emplois dans vos communes? Et comment on trouvera la croissance? Il faut être raisonnable là aussi. C'est pas possible. Donc il faudra réfléchir aussi aux heures supplémentaires. Ce trimestre, 750 millions d'heures supplémentaires. On parle du pouvoir d'achat. Il y a 5 600 000 salariés et ouvriers qui ont bénéficié des heures supplémentaires. Comment augmenter le pouvoir d'achat en disant aux gens de travailler moins? Et dans la fonction publique, tout le monde me dit c'est le nombre qui compte. Et si c'était aussi la qualité? Et si c'était les heures supplémentaires? Et si c'était la souplesse dans tout cela? Nous avons près d'1 million d'enseignants. Écoutez, il y a 40 000 enseignants de plus que depuis 1990 et 500 000 enfants de moins. Réfléchissons à tout ça aussi. Voilà, monsieur le maire, comment on va faire, et je vais essayer de donner un coup de main pour Brignoles. Merci, monsieur le président. On a bien entendu votre message pour Brignoles, monsieur le président, ça nous fait plaisir et on va continuer à travailler ensemble. Et c'était fait pour. Hein. Merci, monsieur le président. Une question aussi qui nous préoccupe, ce sont les normes. Les normes nous préoccupent et un peu de parité. Vous voyez, il y avait une Nicole Fanelli qui pose la question. Je voudrais maintenant m'adresser à madame Annick Napoléon, maire de Cavalère, qui va intervenir, monsieur le président de la République. Madame Napoléon. Bonjour, monsieur le président. Je suis donc maire de la ville de Cavalère-sur-Mer, que vous avez déjà certainement pu admirer du haut de la route des Crêtes. Et ce sera une question aussi qui concerne l'urbanisme, monsieur le président, puisque je suis un peu, à travers cette question, le porte-parole des maires qui ont des communes avec un environnement exceptionnel, qui est le cas de Cavalère et du territoire également du golfe de Saint-Tropez, puisque jusqu'à présent nous avons eu des communes de l'intérieur du département. Je parle là peut-être un petit peu au nom des communes littorales. Donc, monsieur le président, comme vous le savez, pour avoir l'été pendant 3 mandats, être maire d'une commune, petite ou grande, ou élu local, est une mission difficile en termes de charge de travail et de responsabilité, vous nous l'avez dit, vous en êtes conscient. Mais nous sommes convaincus que l'organisation des politiques publiques au niveau local doit être encadrée. Simplement, nous constatons depuis quelques années une complexification croissante du droit appliqué aux collectivités, une surréglementation, un empilement de normes qui nous conduit, ainsi que nos équipes, à devenir, ce que nous ne sommes pas forcément toujours, des juristes, véritables juristes, et qui pèsent de plus en plus lourd sur les budgets locaux, puisqu'il nous faut bien nous adjoindre les compétences nécessaires. Je souhaite prendre un exemple de ces difficultés. Le droit de l'urbanisme. Les différentes règles applicables, qui vont de la superposition de textes, certes essentiels, mais divergents très souvent. Je veux prendre pour exemple la loi littorale, la loi montagne, à la protection des risques, en passant par les contraintes environnementales, Natura 2000, études d'incidence, espèces protégées.
nous empêche de développer nos territoires comme nous le souhaiterions. L'urbanisme est devenu un maquis incompréhensible par les élus et les citoyens, un enchevêtrement de règles bien souvent appliquées à la lettre sur un territoire contraint. Comment envisagez-vous, Monsieur le Président, de simplifier les normes applicables aux collectivités territoriales? Bon, c'est certain que nous sommes arrivés à une situation inextricable et il faut prendre des décisions. Il y a 400 000 normes qui s'appliquent dans notre pays. C'est une folie. Comment allons-nous faire? J'ai demandé à Éric Deligé de me faire rapport pour le mois de juin. Il prépare 160 mesures de simplification immédiate. Jean-Luc Warsmann travaille, lui, sur la simplification des normes aux acteurs économiques qui ne sont pas mieux lotis. C'est un travail colossal. La vérité, c'est que la France confond égalité et égalitarisme, unité et uniformité. Vous parliez, Monsieur le Président, des crèches. C'est absurde d'appliquer les mêmes règles à une crèche dans un village rural, à une crèche dans le centre de Toulon, où le prix du mètre carré et la disponibilité des locaux n'ont pas le même sens et la même signification. Donc, nous allons, dès le mois de juin, par l'intermédiaire de Claude Guéant et Philippe Richert, alléger considérablement les normes. Vous avez parlé de la règle des 4 000 €. Mais regardez, ce n'est pas facile pour moi non plus. J'avais prévu de monter jusqu'à 20 000 €. Ça a été annulé, le décret, par le Conseil d'État. C'est-à-dire que votre demande, nous avions pris un décret. Vous savez, qu'est-ce qu'il demande le président, c'est que vous soyez obligé de faire l'appel à concurrence et à publicité, avec tout ce qui va avec, à partir de 20 000 €. Ce décret, je l'ai pris. Il est passé au Conseil d'État. Il a été annulé par le Conseil d'État. Bon, je vais revenir à la charge. Parce que ça ne tue pas la concurrence que de vous permettre de passer, vous pensez, un marché de 20 000 €. Eh bien, il ne manquerait plus qu'on vous demande un appel d'offres européen, voire universel, que ça coûte plus cher de répondre au papier que d'avoir le marché. Donc je vais y revenir. On va refaire le décret. De la même façon, je souhaite que dans les marchés des collectivités territoriales, 20% puissent être réservés aux productions de qualité et de proximité, qui ne soient pas mises sur le seul critère du prix. Parce que sur le seul critère du prix, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'aurez plus qu'un seul prestataire, et le jour où vous n'aurez plus qu'un prestataire, vous verrez les prix qui remontent. Bon, je souhaite que les productions locales, que les producteurs locaux, que les PME, ce qu'on appelle le Small Business Act, puissent, pour 20%, vous dans les collèges, dans les lycées, que vous puissiez avoir les productions locales, ça ne tuera personne. Madame le maire, sur l'urbanisme, vous avez parfaitement raison, mais je vais peut-être me fâcher avec certains d'entre vous, je le regretterai, mais je me dois de leur dire, je veux m'opposer à deux intégrismes. L'intégrisme du « la nature serait tellement mieux sans l'homme », c'est-à-dire qu'il faut préserver la nature pour tout sauf pour l'homme. L'animal, le végétal, et puis là, il y a l'être humain, on se demande ce qu'il vient faire, qui est gênant et qu'il faut sortir. Bon. Mais je m'opposerai aussi à l'intégrisme du tout bâti. Je veux que les choses soient claires. Vous savez, il m'est arrivé moi j'aime énormément la Guadeloupe et la Martinique, ce sont nos îles de la Caraïbe, qui sont vraiment avec des gens qui représentent la jeunesse du pays. Mais quand je vois le mitage, je survole souvent en hélicoptère, ça fait mal. Voilà, ça fait mal. Bon, franchement, je
vous savez comme j'aime votre département, enfin, vous le savez très bien, c'est dans mes tripes. Je ne dirais pas quel est le plus beau village, mais c'est votre richesse, votre littoral et votre... pas simplement le littoral, parce que quand on voit le massif des Morts, enfin, le Haut-Var, enfin, tout ce qu'il y a ici, il faut quand même le protéger. Donc, je ne veux pas qu'on aille d'un excès à l'autre. En même temps, aujourd'hui, un maire a intérêt à construire laid, mais légal. Il fut un temps, au début de ma carrière, où les maires étaient réélus parce qu'ils étaient des bâtisseurs. Ils prenaient des risques. Maintenant, on prime celui qui prend aucun risque. Hein? Donc il y a un équilibre à trouver, et je le dis d'ailleurs à mes amis parlementaires, je me demande si l'Assemblée comme le Sénat ne devrait pas consacrer quelques semaines chaque année à délégiférer, plutôt que légiférer. Vous avez la moitié de l'ordre du jour. Attention, ce qui n'a rien à voir, hein, je le dis, hein, Jean-Pierre, avec la codification. La codification, c'est très nécessaire, mais c'est autre chose. La codification, c'est de supprimer les incohérences. Moi, je dis autre chose. Maintenant, avec la réforme de la Constitution que nous avons voulu en 2008, vous avez la moitié de l'ordre du jour. Et ce que je comprends, j'étais parlementaire aussi, chacun veut passer sa proposition de loi. Et si une proposition de loi intelligente ne serait-elle pas de dire « allégeons la loi ». Je propose de consacrer 2 ou 3 semaines chaque année à la délégifération. Nul n'est censé ignorer la loi. Enfin, écoutez, personne ne peut écoutez, alors moi le premier, hein, faut voir, c'est incompréhensible. Donc, nous allons cet été vous alléger beaucoup de normes. Nous allons commencer par le logement et l'urbanisme, parce que c'est le secteur où le maquis est le plus effrayant. Je sais que des choses vous agacent, par exemple, toutes les normes handicapées, mais je tiendrai bon là-dessus, parce que le handicap peut frapper tout le monde, et je ne voudrais pas que le travail de nettoyage des normes s'applique sur ceux de nos compatriotes qui n'y sont absolument pour rien et qui ont besoin de pouvoir monter sur un trottoir avec un fauteuil, accéder à un bâtiment administratif, même s'ils ne peuvent pas marcher, penser que le handicapé, ça peut être nous. Je veux dire que ça peut nous arriver. On est tous, vous savez, devant la maladie et devant l'accident et devant le drame de l'existence, on est tous exactement à égalité. Il n'y a pas ceux qui sont préservés et ceux qui ne le seraient pas. Et ça arrive du jour au lendemain. Voilà, c'est ma seule réserve, Madame le maire, dans le choix des normes à supprimer. Monsieur le Président de la République, les applaudissements nourris constatent que nous sommes tous d'accord sur ce que vous voulez faire et nous vous en remercions. Une question maintenant qui touche la prévention de la délinquance. J'ai dit tout à l'heure que dans le département, nous sommes un peu des moteurs avec les Bouches-du-Rhône. Un travail qui a été fait, qui est conséquent par M. Robert Beneventi, qui est maire d'Olioul et qui est conseiller régional et qui s'occupe également au sein de l'association des maires qui préside cette commission, qui a été mise en place et qui travaille bien. Et je voudrais, Robert Beneventi, vous adresser à M. le Président de la République. Bonjour, Monsieur le Président de la République. Je suis le maire d'Olioul. Permettez-moi tout d'abord de présenter notre commune, un nom si particulier. Olioul est une commune de 14 000 habitants et ce nom vient d'un arbre qui est vénéré en Provence, l'olivier. Voilà pourquoi nous... Et il y avait bien sûr des dizaines... Un olivier d'Olioul. Et il y a un olivier d'Olioul dans le parc de l'Élysée, Monsieur le Président. Voilà. Voilà. Monsieur le Président, avant de vous... C'est pas ce que j'ai fait de plus difficile. Monsieur le Président, avant de vous parler de ce sujet très austère, nous savons que vous êtes un cycliste émérite. Et je voulais aussi vous dire que sur la commune d'Olioul, nous avons une magnifique départementale, la 2020, qui part d'Olioul et qui va jusqu'au Gros Cerveau, à Sanary. Et là, vous avez une vue splendide. Et je vous invite, si vous le souhaitez un jour, à venir faire cette course de côte qui est quand même très, très agréable et très belle.
Voilà donc le département du Var, comme l'a dit le président Véran, dans la suite de la mission confiée par M. le Premier ministre au député des Bouches-du-Rhône, Bernard Reynès, apparaît comme pilote de la mise en place des nouveaux pouvoirs des maires en matière de prévention de la délinquance. Ainsi, sous l'action combinée de l'Association des maires du Var, des services de l'État et de la justice, environ 20 communes se sont engagées dans une déclinaison active de ces nouveaux pouvoirs. La prise en charge des missions de sécurité par les maires, particulièrement en matière de prévention de la délinquance, est le gage, nous le reconnaissons tous, en complément des moyens de l'État, d'une sécurité et d'une tranquillité publique accrue sur le territoire. Fort de cette expérience, nous souhaiterions aller encore plus loin. Monsieur le Président, envisagez-vous une meilleure reconnaissance législative ou réglementaire du traitement des incivilités par les maires, notamment au sein des cellules de citoyenneté et de tranquillité publique, les CCTP? Comment envisagez-vous l'adaptation des structures de lutte contre la délinquance, par exemple les polices municipales ou le CLSPD, Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance? Donc comment envisagez-vous cette adaptation à des bassins de délinquance? Peut-on imaginer que les intercommunalités se dotent de pouvoirs en la matière? Enfin, ces structures ont un coût, Monsieur le Président, comme le développement des mesures de prévention situationnelle. Nous avons besoin avec nous, notamment, du délégué du procureur. Comment envisagez-vous de nous aider financièrement à la mise en place de ces nouvelles structures? Je vous remercie de votre écoute. Monsieur le maire, d'abord, je voudrais féliciter le département et les maires du Var qui se sont engagés dans la prévention de la délinquance plus fortement et mieux qu'ailleurs. Nous avons besoin de vous. La lutte contre la délinquance, c'est le travail de l'État et de ses services. Mais la prévention de la délinquance, le maire est un pivot absolument central. Et je remercie les élus, Hubert comme vous, du travail que vous avez fait avec la vidéo, avec les cellules de citoyenneté et de tranquillité publique que je soutiens totalement, dans votre implication pour éviter que des jeunes ne puissent basculer dans la délinquance active. Donc c'est central que vous vous engagiez. Je l'ai dit tout à l'heure aux gendarmes, il faut bien comprendre que si on veut être efficace en matière de sécurité, ce n'est pas une question d'effectifs. C'est les fichiers. Quand vous pensez qu'en 2003, quand avec Claude Guéant, on a fait le fichier des empreintes pour les délinquants sexuels, j'ai fait face à une polémique. J'étais accusé de mettre en cause la démocratie, l'état de droit, mon Dieu, que sais-je encore. Eh bien, permettez-moi de vous dire que l'année dernière, en France, on a retrouvé un criminel sur 2 grâce à ces fichiers. Je parlais avec les gendarmes, la lecture automatique des plaques, notamment pour les véhicules volés, le matériel qui est le leur, qui leur permet d'être à 2 dans une voiture plutôt qu'à 4. Ça ne sert à rien d'être à 4 dans une voiture. Il vaut mieux 2 voitures de patrouille à 2 que plutôt une voiture à 4. Et puis vous pouvez nous aider. Alors, on a beaucoup avancé les choses. Je crois que l'absentéisme scolaire est un cancer. Enfin, on est arrivé à convaincre que la suspension des allocations familiales pour des familles volontairement défaillantes, c'était l'électrochoc nécessaire pour qu'ils se reprennent en main. Et j'ai d'ailleurs dit au ministre que si la famille laisse son enfant ne pas aller à l'école sans prévenir les services de l'État ou de l'Académie, la suspension est de droit. Si l'enfant revient à l'école, non seulement on redonne les allocations familiales, mais ce qu'on avait suspendu. Mais à un moment donné, il faut que chacun fasse à ses responsabilités. Les établissements de réinsertion scolaire, les internats d'excellence, les policiers et gendarmes référents dans les établissements difficiles de vos communes. Mais tout ce qui
permettra au maire de développer son rôle de rappel aux valeurs civiques, d'aide à la parentalité, de coordinateur pour voir les enfants en détresse. Enfin, écoutez, j'étais dans l'Oise il y a quelques semaines, il y avait un jeune en 3e, il avait manqué 6 mois. Mais voulez-vous me dire ce que va être sa vie à celui-là? Et ses parents n'avaient rien signalé. À un moment donné, c'est de la complicité. Une femme seule, qui est dépassée par un adolescent qui est déjà un adulte, je le comprends parfaitement. Et personne ne peut lui en vouloir. Mais elle doit nous prévenir. Elle doit prévenir le directeur de l'école. Elle doit prévenir l'inspecteur d'académie pour qu'on vienne l'aider à faire face à cela. Et vous, les maires, vous êtes au cœur de notre dispositif. Hein. Pareil, je ne veux pas entendre parler du secret professionnel entre la DAS, le fisc, l'inspection d'académie, quand il y a un enfant qui est en danger. Donc, vraiment, Claude Guéant et Philippe Richert sont à votre disposition pour vous. Tout maire qui s'impliquera dans la prévention de la délinquance, on va l'aider. On a créé un fonds qui est un fonds dédié à la prévention de la délinquance. En 2011, j'ai veillé à ce qu'il soit doté de 50 millions d'euros pour aider, monsieur le maire, toutes les communes qui prennent des initiatives et qui voudront aller dans ce sens-là. Voilà. Non seulement on vous encourage, mais on vous accompagnera. Merci, Monsieur le Président, pour ces mesures. Vous connaissez bien la situation de la Dracénie, j'en ai parlé tout à l'heure dans mon propos, et Monsieur Max Piselli, maire de Draguignan, vice-président du Conseil général, souhaiterait s'exprimer, Monsieur le Président de la République. Pour terminer, bien sûr. Monsieur le Président, le maire de Draguignan se souvient, et Draguignan n'oublie pas. Dans les heures les plus sombres de notre histoire, vous étiez à nos côtés. Ce 15 juin 2010, exprimant ainsi la solidarité de la nation, de l'État et de tous vos services face au drame qui nous a si cruellement touchés. Votre présence dans le Var, à Draguignan, et celle de 4 ministres de votre gouvernement fut, croyez-le, d'un très grand réconfort pour l'ensemble de la population, si fortement sinistrée, et un encouragement à ne pas baisser les bras. Votre aide fut immense. C'est aujourd'hui le maire d'une ville redressée, confiante en son avenir et qui s'apprête à commémorer le souvenir des 25 disparus varois le 25 juin prochain, qui va maintenant avoir l'honneur de vous poser une question en relation directe avec ce drame. Les terribles inondations de la Dracénie et de l'Argent, les 15 et 16 juin derniers, ont laissé des traces terribles, à la fois en vies humaines brisées, 23 victimes et 2 disparus, mais aussi en dégâts matériels et immatériels. 11 mois après ces événements, avec une énergie considérable déployée par tous les acteurs, les territoires se relèvent petit à petit, mais des questions restent posées, des chantiers importants sont encore ouverts. Tout d'abord, celui de la solidarité de l'État envers les collectivités, communes, intercommunalités, syndicats de rivières et le Conseil général. On ne peut imaginer une catastrophe aussi importante sans la solidarité nationale, Monsieur le Président. Beaucoup a été fait en la matière, mais cela nous paraît insuffisant. Nos collectivités, durement frappées, peinent aujourd'hui à assumer la charge financière de ces événements. La question de la prévention des risques est ma deuxième préoccupation. Nous souhaitons évidemment que de tels événements ne se reproduisent pas. Nous mettons en place de manière énergique des mesures de prévention, mais 2 chantiers m'interpellent. La remise en état de la gestion des cours d'eau concernés et la mise en œuvre des plans de prévention des risques naturels. Pour la première mesure, la mise en place d'une nouvelle gouvernance et les coûts associés apparaissent comme des obstacles difficiles à franchir. Pour les PPR, nous comprenons cette mesure évidemment,
mais ne souhaitons pas que nos territoires soient sanctuarisés. Voilà, Monsieur le Président, au nom de tous mes collègues qui ont été sinistrés. Bon, vous le savez, Monsieur le maire, moi j'ai été bouleversé par ce qui s'est passé, parce que cette vague immense qui est passée au-dessus du pont, là, je l'ai toujours en mémoire. Et j'y ai pensé d'ailleurs quand je me suis rendu à Tokyo, voyez-vous. C'était pas un tsunami, naturellement, mais à l'échelle de ce cours d'eau que j'ai vu tout calme au fond, et le pont qui était à 7 mètres de hauteur et qui a été submergé. Alors, je voulais vous dire, d'abord, je m'étais engagé à ce que l'État reconstruise un centre pénitentiaire à Draguignan, hein, c'est 93 millions d'euros. L'objectif, c'est d'ouvrir en 2015, ça se fera. Je sais bien qu'il y a à indemniser des biens qui ne sont pas assurables pour les collectivités locales, hein, et c'est un problème. D'ores et déjà, nous avons décidé d'affecter une enveloppe de 13 millions d'euros supplémentaires. Bon, le préfet verra avec vous comment on le répartit, mais clairement, on va faire un effort supplémentaire pour la Dracénie, je le dis, quelle que soit la sensibilité politique ou les liens que je peux avoir avec les uns et les autres, c'était notre devoir de le faire, hein, que les choses soient très claires. Alors, j'avais demandé au préfet du Var de prescrire un plan de prévention des risques d'inondation pour chacune des 13 communes sinistrées de la Dracénie et de la basse vallée de l'Armens, incluant toutes les questions de ruissellement. Moi, il m'apparaît clair que l'aléa de référence, c'est la crue de juin, puisqu'elle est arrivée. Imaginez que je demande au service de l'État de ne pas le faire. Imaginez le scandale qui pourrait... C'est ça l'aléa de référence pour nous. Et donc, le PPRI sera approuvé dans le premier semestre 2012, soit dans le délai que j'avais indiqué. Alors, le préfet va se coordonner avec vous, les maires, parce que je ne veux pas non plus qu'on vous stérilise tout. Mais je voudrais, pour terminer, vous raconter ce que j'ai vécu en Charente et en Vendée. Parce que, mesdames et messieurs les maires, il y a la pression de la population pour avoir un permis de construire, et puis il y a les jours où le drame arrive et vous vous retrouvez seul. Et ceux qui vous demandaient le permis de construire, ils ne sont plus là. Hein. Ils vous reprocheraient de l'avoir... Non, non. J'ai vu une maison. Hein. Vous savez, en Charente, ce sont des maisons, il n'y a pas elles sont de plein pied, il n'y a pas d'étage. La maison était à 1,2 km de la plage. Vous entendez ? 1,2 km du littoral. Les habitants de la maison ont vu une vague de 3 mètres arriver dans la maison. 1,2 km. Je parle de l'Atlantique, hein, 1,2 km. Le couple a été sorti de sa chambre à coucher par la vague et s'est retrouvé 300 mètres derrière dans le jardin. Bon, 1,2 km. On disait dans le pays que dans le temps, l'eau y était passée. Mais quand l'eau passait quelque part, elle peut repasser quelque part. Des permis de construire avaient été donnés. Les maires qui n'ont pas été assez rigoureux se trouvent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel. Donc, je comprends que vous ayez le souci du développement de vos communes. Et à votre place, j'aurais le même. Mais je vous dis, les PPRI, les lois, ça vous protège de la pression de familles qui aiment le pays, qui y sont depuis des décennies et qui ne comprennent pas qu'il y a un risque. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je voudrais tellement que vous, les maires, Monsieur le Président, vous ne voyez pas l'État comme l'adversaire, mais comme le protecteur. Donc, le préfet va discuter avec vous, mais je vous demande de comprendre que j'ai donné des consignes. On ne joue pas avec la vie humaine. Et quand il y a un drame et que vous êtes en première ligne, vous vous dites, heureusement que j'ai eu un préfet à Poigne.
Voilà ce que je dis. Parce qu'il y a des vies qui sont brisées par ça. Ceux qui sont morts, et puis ceux qui se trouvent embarqués dans un scandale, parce qu'après, vous savez, le maire, il a bon dos. Hein. On l'aime bien quand tout va bien, et puis le jour où il y a un problème, c'est naturellement sa faute. C'est lui qui n'avait pas vu, qui n'avait pas prévu, qui avait donné, et pour quelle raison il a donné, et ça, quelles que soient vos sensibilités politiques. Hein. Donc, Max, je serai avec Draguignan, la Dracénie, je ne l'oublierai pas, mais je pose simplement la règle, tu le sais très bien, on ne joue pas avec la vie de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de vous quitter, vous dire une ou deux choses. Pour moi, et je remercie Philippe et Claude de m'avoir accompagné, parce que eux, ils le font tous les jours, moi je le fais chaque fois que je peux. Mais c'est un plaisir pour moi. J'aime profondément cela. Je n'ai rien à cacher. Et je veux m'expliquer avec vous. Pourquoi? Parce que chef de l'État, pour moi, il n'y a pas la droite, la gauche, l'opposition, la majorité. Et je suis le chef de l'État, aussi des gens qui n'ont pas voté pour moi. C'est normal. Mais j'aime mon pays. Je veux résoudre ces problèmes. Alors, vous savez, j'essaye au maximum de m'éloigner de l'actualité. Pas de celle-ci, simplement. Tous les jours. Pour être au plus proche de vos problèmes, qui ne sont pas les problèmes de l'actualité. J'étais il y a 2 jours à Nancy pour parler de la possibilité pour les quinquagénaires de rester dans l'entreprise. Évidemment, ça ne fait pas les gros titres. Mais quand on a 55 ans ou 56 ans, très jeune, et qu'on veut vous pousser dehors de l'entreprise alors que vous avez encore des enfants qui font des études, c'est un vrai problème. Hubert, l'Assemblée générale des maires, pour moi, ne va pas faire les gros titres. Et c'est très important qu'on fasse ça. Apporter des réponses, vous faire comprendre qu'on est dans un ensemble qui s'appelle la France, mais que la France est dans un monde qui change à une vitesse colossale et qu'on ne peut pas rester immobile. En grâce, on ne peut pas rester immobile. Nous sommes au XXIe siècle, on ne peut pas plaquer un corpus d'idéologie. C'est pas vrai. On ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Et cet exercice de démocratie auquel on s'est livré, je remercie ceux qui sont là et qui sont mes amis, mais je remercie également ceux qui n'ont pas mes convictions et qui sont venus par attachement à la République. Oui, et ça donne une bonne image de notre pays, une image de gens civilisés. Ce n'est pas parce que vous m'avez posé les questions que vous êtes forcément pour moi. Mais vous avez fait l'écho des inquiétudes de la population que vous représentez. Et en cela, vous avez fait votre travail. Voilà. Et je vous remercie d'être venu, d'avoir fait cet effort, parce que vous vous rendez compte, si on ne parle pas entre nous, comment on va sortir de la France, tout vrai? Et croyez-moi, chacun aura l'occasion de s'exprimer, de dire ce qu'il pense. Allez, merci à tous.